C'est comme ça. Donc, nous sommes enregistrés présentement. Bienvenue à tous. Nous sommes dans une réunion de groupe. On va avoir une belle discussion aujourd'hui. On va mettre ça sur l'Académie holistique. Donc, bienvenue où que vous soyez dans le monde, qu'il soit le matin, le jour, le soir. Je suis heureux que vous soyez avec nous. Puis aujourd'hui, on est 4. Je pense que c'est la première fois. Non, on avait été 4 aussi le 19 décembre avec justement Jeff, Fabio et Steph. Puis aujourd'hui, on a une nouvelle invitée, Chantal. Bienvenue, Chantal. Très heureux que tu sois là. Et encore bonjour à Jeff et Steph, bien sûr, cofondateur avec moi de l'Académie holistique. Très heureux que tu sois là, mon ami. Aujourd'hui, on va parler, je vais un peu rapidement, là, et je parle un peu rapidement aussi, donc je vais faire attention à diminuer mon flow verbal. Aujourd'hui, on a un sujet très intéressant. Puis c'est drôle, avant l'enregistrement, on parlait de ça avec justement là, j'allais dire mes collègues, mes invités. Comme de quoi, c'est tellement large qu'on ne sait pas trop où se situer avec le sujet, mais c'est les verbes être, avoir et faire. Leurs impacts dans nos vies, leurs utilités, leurs fonctions. Donc, on va essayer de parler de ça. Puis, moi, je vais prendre 5 minutes pour parler. Dans le fond, comment ça va fonctionner? C'est sur le sujet du jour, on va avoir un bâton de parole. Chacun à tour de rôle va avoir 5 minutes pour s'exprimer. Puis, moi, je vais essayer d'en profiter pour prendre mon 5 minutes pour expliquer un peu ma conception d'une réunion de discussion, puis aussi intégrer le sujet. Donc, rapidement, ce que j'aime avec la discussion de groupe, c'est que peu importe la préparation qu'on peut avoir, peu importe la compréhension cérébrale ou l'intellectuelle qu'on peut avoir, selon moi, notre expérience va faire remonter des idées quand quelqu'un parle. Donc, souvent, quand quelqu'un parle, on est inspiré. Et la beauté d'un groupe, c'est une approche holistique pour moi. Donc, la première personne qui parle amène un point d'idée. Puis les autres, après, peuvent suivre cette espèce de vague énergétique. Puis il y a un espèce de cercle vertueux qui va vers le haut, qui fait que ça grandit. Il y a une conscience de groupe qui se manifeste. Donc, j'espère que ça va être le cas aujourd'hui. Ce n'est pas toujours nécessairement ainsi. Mais j'ai confiance que le sujet va bien grandir plus la réunion va avancer. Donc, ce que je peux partager, pourquoi j'ai choisi ce ce sujet-là avec ces verbes-là, être, avoir et faire, c'est de voir à quel point souvent, puis là, je vais utiliser ce que Steph m'avait partagé lorsqu'on avait parlé de ce sujet il y a un an. C'était des sujets qu'on voulait partager dans d'autres projets qu'on avait. Mais bref, souvent, les choses sont faites à l'envers. Puis je ne veux pas voler ce que tu allais partager, Steph. C'est juste pour rapidement introduire que la plupart des gens font les choses à l'envers. Et j'ai été comme ça pendant longtemps. J'ai encore le réflexe de le faire, justement de le faire. Je suis souvent dans l'action pour aller chercher des avoirs. Puis après, j'essaie d'être à travers mes avoirs. Donc, j'essaie de m'identifier avec un titre. J'essaie de m'identifier à travers des étiquettes qu'on m'a appliquées, que j'ai eues, j'ai obtenues. J'ai des étiquettes, j'ai des qualités. Donc, je m'identifie à ce qui est à l'extérieur de moi, auquel je crois, auquel quelqu'un m'a dit et que j'y ai cru. Mais alors que maintenant, j'essaie de voir les choses autrement. J'essaie de prendre le verbe être, donc un état. J'essaie d'être moi, d'être Mathieu, d'être peu importe ce que ça représente, d'être. Puis après, on dirait que ça se fait tout seul, que mes actions sont en lien avec mon être. Donc, j'ai moins besoin de réfléchir à ce que je veux faire. J'ai moins besoin de me dire où sont mes désirs d'aller avoir quelque chose. Puis tout se fait plus naturellement lorsque je suis. Alors, je fais en lien avec mon être, puis mes avoirs sont de connivence avec l'être. Donc, tout est aligné plus facilement de prendre les choses ainsi. Mais la matrice étant très matérielle, souvent, je focus sur le but final et je commence par le but final. Donc, je dis, je veux ça. Donc, je focus sur l'avoir. Je fais des actions pour aller chercher l'avoir. Puis après ça, je suis perdu dans comment définir mon être. Alors que de laisser place à l'être, pour moi, l'être est connecté ailleurs qu'ici, dans la matrice. Puis, ça permet vraiment de laisser faire confiance que l'être va manifester des actions inattendues, au-delà des peurs, au-delà du conscient. Puis, les avoirs vont venir en conséquence aussi de ces actions nouvelles ou dans un angle différent ou avec une conscience différente, une approche différente. Donc, c'est un peu philosophique, bien sûr. Donc, c'est mon approche. C'est pourquoi aussi je n'ai pas parlé juste du verbe être ou du verbe avoir ou du verbe faire.
de comprendre que pour moi, les trois sont très importants dans la suite logique que toute personne, selon moi, a ces trois actions qui sont constamment faites au quotidien, puis de voir que l'ordre de la compréhension de ceux-ci peut améliorer facilement et rapidement son quotidien. Donc, voilà mon introduction, mon opinion aussi en même temps. Puis, en espérant que, Steph, ça t'inspire ou que tu as envie de renchérir sur ça, mon ami. Le bâton de parole est à toi, mon ami, sur 5 minutes. Merci. Mais attention, hein, je vais aller le chercher comme un bon toutou. Je risque de ne pas te le rendre tout de suite. Hein. Non, ce que je me demandais, c'est si est-ce que tu étais barbu ou est-ce que tu as une barbe? Hein, et puis, est-ce que tu fais un élevage de créatures indéterminées? Ah, Voilà, tu veux que je réponde ou non? non, Je comprends la c'était question. pas destiné à être répondu. Non, alors être, faire, avoir, point de vue un peu plus académique. D'abord, c'est des auxiliaires, c'est des verbes, ça veut dire donc qui aident à. Donc, je pense qu'il faut garder ça un petit peu à l'esprit dans le sujet. Comme on parlait de la puissance des mots la semaine dernière, redescendre un petit peu dans la sémantique. Et en fait, au niveau récent, c'est un modèle de coaching qui a été mis au point par Stephen Covey. C'est le Be, Do, Have model, qui est très utilisé dans les formations de management. Et il part du principe qu'en fait, ce qu'on veut avoir, c'est la vision. Ensuite, il faut faire certaines choses pour atteindre la vision. Et puis, donc, c'est la mission. Et du coup, il faut être ce qu'il faut pour pouvoir faire ces choses-là et avoir pour atteindre la vision. Donc, c'est exactement ce que tu disais. Il l'utilise parce que, par défaut, on fait tous faux. Parce que surtout le monde moderne nous pousse toujours vers la possession, la simplicité. Et d'ailleurs, en fait, si on regarde au niveau de la définition, le verbe avoir est beaucoup plus complet que juste la notion de possession. Ça veut dire beaucoup plus que ça. Mais le modèle de Covey, en fait, c'est une altération occidentale. C'est mieux que le modèle matriciel actuel qui vise à atteindre un objectif. Mais à la base, c'est un modèle philosophique et spirituel oriental très ancien qu'on retrouve dans les Védas et qui vise pile l'inverse, en fait. Donc, il ne vise pas du tout à ce qu'on possède des choses. Il vise l'état d'être ultime. Donc, en anglais, il y a le substantif du verbe être qui s'appelle beingness, doingness et havingness, qui sont très difficiles à traduire en français. L'anglais est quand même une langue plus riche pour ce genre de choses. Beingness, on pourrait le traduire par le principe d'existence plutôt que juste le verbe être. Le doingness, ça pourrait être la capacité à faire, la compétence. Et puis le havingness, c'est l'accomplissement, la réalisation, plutôt que la possession de choses physiques, dans ce contexte-là, évidemment. Et donc, dans les Védas, comme c'est un des buts clairement définis de la méditation, du yoga ou d'autres pratiques de ce type-là, c'est d'atteindre un état d'être. Normalement, on ne fait pas de méditation, on est dans un état méditatif. Quelle que soit la profondeur de l'état, on n'est pas dans le faire. Si on est dans le faire, on n'est pas en train de méditer. C'est pour ça que personnellement, j'estime qu'une méditation guidée, par définition, n'est pas une méditation. C'est une pratique méditative, mais ce n'est pas de la méditation. Quand on est dans une vraie méditation, dans un chemin d'éveil, on n'est pas en train de faire quoi que ce soit. Ou sinon, on n'avance pas, en fait. C'est d'autres buts différents. Donc, par exemple, on peut très bien faire une méditation guidée pour apprendre comment ça se passe, et ainsi de suite. Mais il y a un moment où il faut lâcher le faire et le guidage pour le faire tout seul. Et se retrouver le plus rapidement possible dans un état d'être et plus être dans le faire. Ou sinon, tant qu'on n'en est pas à ce stade-là, on n'est pas dans l'être et donc on n'est pas en méditation. Enfin, c'est mon point de vue. Donc, en fait, dans les Védas, on voit vraiment cette idée d'état d'être
et d'acceptation complète, donc le havingness. Donc, qu'on soit capable de faire face à quoi que ce soit, et en particulier pour les Védas et le bouddhisme et l'hindouisme, c'est le fait d'être capable de faire l'expérience de la vacuité, de l'absence de tout. Et c'est une idée qui est absolument insupportable pour la plupart des humains modernes, et surtout occidentaux. L'idée de se retrouver sans rien, totalement démuni, je pense que si on pose la question dans le métro un soir, on ne va pas trouver beaucoup de monde qui adhère à cette vision. Et ça montre que vraiment, on est dans un point de vue spirituellement qui est complètement opposé à la matrice moderne. Il y a une personne en Occident qui a beaucoup démocratisé le concept. Je pense que vous la connaissez, c'est Shakti Gawain. C'est une autrice américaine qui a beaucoup écrit vers le milieu du XXe siècle, dans les années 60 à 80. Elle a écrit une dizaine de best-sellers de développement personnel, de spiritualité, sur l'énergétique et la méditation. Et c'est une des premières qui a ramené le concept de ces trois verbes, ces trois états d'être. Elle les a présentés sous forme de triangle, donc chacun étant dépendant de l'autre. C'est très intéressant qu'on ne peut pas augmenter son beingness, son état d'être, sans travailler sur le faire ou sans améliorer sa confrontation et sa capacité à faire face aux choses. C'est comme si c'était un triangle dont chaque côté supporte, aide les autres côtés. Donc, pour faire grandir le triangle, on doit travailler sur l'ensemble des côtés en même temps. Souvent, en coaching, c'est présenté comme une séquence. Donc, on doit commencer par être, ensuite on doit faire et ensuite on doit avoir. Moi, j'aime pas tellement cette présentation en séquence. Pour moi, c'est plus des conditions par ordre d'importance. Donc, on reste dans le même ordre, mais c'est vraiment des conditions. Donc, ça ne sert à rien de travailler à fond sur l'être si on ne va pas dans le faire et si on n'améliore pas sa capacité à faire face aux choses. Donc, pour moi, on doit commencer par être qui on est réellement, mais on doit surtout aussi accepter les autres, que les autres soient ce qu'ils veulent. Je pense que c'est une des vertus humaines les plus rares et les plus difficiles à obtenir. C'est rarement présent dans l'humain moderne. On doit ensuite être dans l'action, dans l'atteinte des objectifs, et justement renverser le flux également, et être dans l'aide envers les autres pour qu'eux puissent atteindre leurs propres objectifs. Et on doit être prêt à accepter toutes les conséquences de nos actions et assumer nos possessions, donc pour l'avoir. Quand on vit pleinement ces trois conditions et dans les deux sens, là, on commence à réellement exister d'un point de vue philosophique et spirituel, je pense. Donc pour moi, tout chemin d'éveil doit travailler sur les trois en parallèle pour permettre une réelle évolution. Et quand on regarde, on voit que la plupart des pratiques travaillent que sur un de ces aspects. Par exemple, la méditation travaille exclusivement sur l'état d'être. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, en évolution, on atteint un plafond de verre et on n'arrive plus à évoluer. La plupart des gens, au bout de 2 ou 3 ans de méditation intense, n'arrivent pas. Il n'y a que quelques rares personnes qui arrivent à dépasser l'état qu'ils ont réussi à atteindre au bout de quelques années. Parce qu'on voit qu'il n'y a rien qui les pousse à être dans le faire ou à améliorer leur confrontation. Donc, ils se retrouvent dépassés par leur samskara, par leur mental, en fait. Parce qu'ils n'ont pas du tout travaillé dessus, ils étaient juste à travailler leur présence et leur état d'être par la méditation. Donc, pour moi, il faut vraiment avancer sur tous les fronts en parallèle. Et surtout, quand on vit dans le monde moderne, qu'on ne vit pas dans un ashram ou dans un monastère tibétain, parce qu'on est quand même en prise directe avec la matrice, qui inverse tous les concepts. Et si on n'en est pas conscient et si on se laisse rattraper par le monde moderne, on ne peut pas avancer du tout. Et puis, c'est aussi quelque chose qui est totalement sous-estimé, c'est travailler dans les deux sens, donc pour soi, mais aussi pour les autres. Et tant qu'on ne travaille pas également pour les autres, on n'avance pas non plus. On est tous liés, et ça ne sert à rien de vouloir essayer d'aller trop loin tout seul. On finit aussi par atteindre un plafond de verre à un moment
qu'on essaie de dépasser d'une manière un peu addictive quelque part. On est toujours en train d'essayer d'avoir ce high qu'on a eu à un moment. Parce que je pense que tous les gens qui pratiquent de la méditation, à un moment, ont été un peu éclatés. C'était une expérience qu'ils ont envie de revivre, mais en fait, ils la revivent relativement rarement. Mais ils essayent de la revivre. Donc, ils continuent à aller à des stages, à des retraites, à des choses comme ça. Et au bout d'un moment, ça devient un cercle vicieux. Ils font plein de formations, plein de stages. Et quand on regarde au bout de 10 ans, ils se disent, oui, mais moi, j'ai eu une super expérience au début, mais j'ai plus évolué ces dernières années. Moi, la plupart des gens qui viennent me voir, je n'ai pas un point de vue objectif, évidemment, parce que j'attire ces gens-là, vu que c'est mon point de vue. Mais la plupart des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont un problème d'avancement sur leur chemin d'éveil, c'est parce qu'ils ont travaillé que sur un de ces aspects. Donc voilà. Je vais rendre le bâton de parole. Ah, merci, Steph. C'est tellement intéressant. Là. Moi, quand je t'entends parler, je réalise que 5 minutes, c'est peut-être pas assez, mais je t'ai envoyé un 1 minute left dans le chat pour juste s'assurer de garder le flow, puis de se souvenir on est cadre. Puis, mais c'est tellement enrichissant. J'espère que vous avez été inspirés, Jeff ou Chantal, parce que moi, j'ai dit où ce que Stéphane vient de partager. Moi, j'aurais plein de choses à renchérir ou je réalise à quel point j'apprends déjà énormément avec ce que tu as partagé, Steph. Puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de... Oh, Jeff, je vois que tu as ouvert ton micro. Est-ce que tu avais envie d'être inspiré par ce que tu as entendu? J'ai très peu d'inspiration. C'est un sujet qui me paraît très, très vaste et en même temps très intéressant. Je pense, j'ai trouvé intéressant cette idée du triangle. Je ne connaissais pas du tout, en fait, le fait que être, avoir et faire soient tous liés en quelque sorte, et l'importance du fait d'avoir un juste équilibre entre les trois par rapport à sa personne. Alors, ma façon de voir les choses, j'aurais plus pensé que tout en reprenant cette idée de juste équilibre. Alors, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas du tout où je vais, mais cette idée de si on a trop d'être, on est peut-être trop dans l'ego. Si on a trop d'avoir, alors effectivement, est-ce qu'il y a une idée derrière ou trop d'avoir, mais si on le partage, ça peut être une bonne chose. Et si on est trop dans le faire, tout dépend à quel niveau sont les autres. Je ne sais pas trop où je vais. C'est un sujet qui, pour moi, est très, très difficile. Je vais passer le bâton et je vais écouter et m'inspirer. Mais bien sûr, bien sûr. Puis, ça peut faire ça comme ça aussi. C'est parfait parce que des fois, ça ne prend pas grand-chose. Moi, des fois, juste un mot, une phrase, ça peut m'aider à m'inspirer pour partager. Donc, c'est ça, il n'y a pas... Stéphane, il était préparé. Donc, il a pris un peu plus que 5 minutes. Moi, je pourrais prendre les 2 heures ou peu importe 1 heure au complet parce que j'ai toujours quelque chose à dire. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement de la meilleure qualité, mais il n'y a pas de temps. Là. Ce qui est important, c'est qu'on puisse, pour moi, selon moi, c'est que vous participiez, que vous apportiez votre couleur, puis aussi de sortir justement de l'ego, du regard de l'autre, de savoir que ce qui est important, c'est juste votre vérité, votre vision des choses, c'est parfait. Là. Tout est parfait. Puis, il y a de la valeur ajoutée dans peu importe ce que vous allez justement ajouter à la discussion. Là. Donc, Chantal, est-ce que tu as envie justement d'ajouter quelque chose dans ta perception de tout ça? Oui, alors moi, j'avais plutôt une autre définition. Pour moi, être, c'est la continuité de l'âme et non pas l'ego. Donc, c'est la continuité de l'âme. Elle est, je suis, où qu'elle soit tout le temps, voilà. Alors que l'ego alors que faire et avoir relève plutôt de l'ego, et que malheureusement la plupart des gens ont tendance à effectivement être plutôt dépassés par faire et avoir et ne nourrissent pas assez leur être. Or, il faut plutôt se déposséder pour être, et moins on fait, ou plus on médite, ou voilà, plus on tourne son regard vers l'intérieur de soi, et plus on peut développer son être. Et que donc, avoir et faire, pour moi, sont au service de l'être.
et qu'il ne peut pas y avoir d'excès de l'être, alors qu'il peut y avoir de l'excès d'avoir et de faire trop, de posséder trop. Et donc, être est juste être humain, et c'est être qui permet de faire et d'avoir. Et plus on est dans l'être, plus on peut développer sa conscience et évoluer et s'enrichir de l'intérieur. Plus on est dans le faire et l'avoir, plus on a tendance à oublier son être et à juste écouter son je suis et le murmure de l'âme, le chant de l'âme, et illuminer son chemin de cette façon. J'y ai Ça vu va? quelque chose comme un côté un peu, alors c'est une idée qui m'est venue, mais un côté un peu être, un côté immatériel, l'avoir un côté plutôt matériel, et faire, ce serait entre l'immatériel et la matière en fait. J'ai perçu un petit peu cette idée-là voilà, de notion de création dans l'action pour faire. C'était vraiment quelque chose qui m'est venu. Oui, moi je peux peut-être renchérir sur un deuxième tour si vous êtes intéressé, parce que j'ai essayé, comme je l'ai mentionné à Steph avant que vous arriviez, j'ai essayé de me plonger un peu dans l'étymologie, l'origine, la définition des verbes. Puis quand j'ai vu qu'il y avait 25 définitions de faire, puis ça c'était juste sur un dictionnaire, je me suis dit, ouf, dans quoi je me suis embarqué? J'avais les yeux plus gros que le ventre avec ce sujet-ci. Mais il y a quelque chose de vraiment puissant dans la compréhension de l'optique. Comment je pourrais dire ça? Moi, je me ramène souvent dans la discussion qu'on avait eue sur le temps avec Gérald. J'ai réalisé que je parlais sans cesse du moment présent. Pour moi, le moment présent, c'est très relié justement avec l'être. Donc, c'est sûr aussi, le faire et l'avoir, tout est dans le moment présent. Tout se passe dans le moment présent. Il n'y a rien qui a été fait en dehors du temps. Encore là, c'est relatif, je ne veux pas aller trop loin, mais dans cette dimension-ci, tout est de l'action et dans un moment précis. Puis le faire, quand il y a une bascule, un résultat, quand quelque chose est fait, mais dans nous, notre compréhension, quand je fais quelque chose, c'est l'addition de plusieurs actions qui m'amènent un résultat. Mais la réalité est que chaque action amène un avoir, qu'on en soit conscient ou pas, puis simultanément, c'est même pas après. C'est chaque action entraîne une réaction. Puis c'est toujours l'être qui est à travers ça, si on veut, ou du moins l'intention. Une intention consciente ou inconsciente, parce qu'il parlait, mettons, j'ai un exemple qui montre, il disait l'arbre, quand le bois brûle, il fait de la fumée. Donc, il fait de la fumée, mais non, c'est ça, dans le verbe faire. Mais l'arbre fait une action, mais il n'est pas nécessairement vivant. Puis encore là, il est vivant. Mais je veux dire, il y a une action qui est faite. Donc, tout est simultané. L'arbre est en feu. L'arbre brûle, c'est une action. Il est en train de faire quelque chose. Donc, il fait de la fumée. Il y a de la fumée. Donc, tout peut être vu comme ça. Donc, j'essaie d'avoir une approche holistique, moi, dans ma façon de voir les choses, puis d'essayer de me ramener au moment présent, puis de me dire, à chaque fois que j'ai une intention, quand il y a quelque chose qui m'amène à d'où vient cette intention? Est-ce que c'est en corrélation avec mes valeurs, mes croyances, donc le plus proche dans les étages que je connais de mon être, de ma source, de ce qui m'habite dans l'âme, comme tu mentionnais, Chantal, qui est moi aussi, pour moi, l'être, c'est la manifestation de l'âme. Qu'est-ce que je peux, dans le fond, être conscient à tout moment présent dans mon intention lorsque je veux faire quelque chose? Est-ce que c'est aligné avec mon être? Mais c'est bien de faire les choses avant d'être, parce que moi, j'ai eu besoin de faire des actions pour me dépouiller d'avoir afin d'être. Donc, si j'avais juste essayé d'être dans une grotte, dans une caverne tout seul, j'aurais peut-être pas été capable de me dépouiller à travers l'action de mes anciennes étiquettes qui étaient des avoirs que je croyais qui étaient importants. Ils font partie de moi, mais je peux les interchanger en moi. Je peux changer la hiérarchie de mes avoirs, mes acquis, puis la même chose dans l'inventaire quotidien, pas seulement dans la simplicité volontaire, dans le minimalisme, pas nécessairement réduire. Moi, personnellement, oui, je réduis mon inventaire personnel,
mais des fois, juste de le modifier, de l'interchanger, de changer la priorité de mon inventaire dans mes avoirs, autant physique qu'à l'intérieur de moi, ça a une grande importance. Donc, pour moi, le verbe faire, avoir et être, peu importe l'ordre qu'on peut les présenter, c'est intrinsèquement relié à tout ce qui touche ma vie. Dans l'action, dans l'intention et dans la réception de la possession, autant au niveau physique qu'au niveau intérieur. Peu importe comment on peut quantifier le monde intérieur. Donc, je ne sais pas si ça vous inspire de le développer ainsi, mais je pense que Jeff, tu as l'air inspiré. Est-ce que tu as envie de reprendre un petit bâton? En fait, il y a une phrase je suis resté dessus, moi, c'est quand tu as dit l'arbre est en feu dans ton exemple. En fait, je me demandais si l'arbre n'était pas le feu, en quelque sorte. Être en feu, être feu, tu vois. Si l'arbre et le feu, c'était pas la même personne. Et il y a vraiment cette idée où tout s'est confondu et qu'en fin de compte, avec le verbe être, on a réussi à joindre en quelque sorte l'arbre et le feu pour dire qu'en fait, l'arbre est le feu. L'arbre est en feu. Bon, je pars dans le langage des oiseaux, là, tu vois, je pars dans un truc sympa, mais il y a vraiment cette idée de fusion qui m'est venue, donc toujours dans l'être. Et puis voilà. Génial. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut enchérir? Steph, moi, je suis sûr que si je te donne le bâton, tu vas avoir quelque chose à dire. Est-ce que tu veux dire quelque chose, mon ami? Ouais, donc, ce que disait Jeff au tout début, à la première intervention, c'est vrai que c'est un sujet extrêmement vaste. Bon, il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu as dit que j'étais préparé, mais c'est parce que c'est un sujet qui est très important pour un avancement sur le chemin d'éveil. Donc, de toute façon, c'est un sujet auquel je me suis intéressé depuis très longtemps, mais aussi parce que c'est toi qui as proposé le sujet, mais moi, j'étais de toute façon en train de préparer une série d'articles. Donc, ce n'est pas un article, c'est une série d'articles sur le sujet. Et puis, une série de vidéos. Je pensais en faire 5 ou 6 vidéos. Donc, pour te rendre compte de l'ampleur du sujet, je voulais en faire une par sujet, par verbe, plus une ou deux sur le fait d'avoir le point de vue des uns par rapport aux autres. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est toujours la mise en pratique. Qu'est-ce que ça apporte, toutes ces choses théoriques? Parce que faire juste de la théorie, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. La théorie, elle est intéressante pour autant qu'il y ait des applications pratiques qui nous permettent d'évoluer derrière. La philosophie pure, moi, ça ne m'intéresse pas. Et il y a vraiment beaucoup d'applications pratiques, donc on les développera à d'autres occasions. Ça va vraiment au-delà du but d'aujourd'hui. Par contre, pour rebondir sur ce que disait Mathieu, oui, le lien avec le temps est très intéressant, c'est bien que tu en aies parlé, parce qu'effectivement, l'être, l'état d'être est lié au présent, donc hors du temps. Par contre, le faire, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, je le vois plutôt comme étant une projection sur le futur, parce que si on fait cette action, c'est qu'on cherche à atteindre quelque chose. Donc, pour moi, c'est une projection dans le futur. Donc, dès qu'on est dans l'action, on n'est plus dans l'être. C'est pour ça que c'est tellement difficile de trouver l'équilibre, parce qu'on doit en même temps être, faire et avoir. Et ça veut dire qu'on doit jongler avec le temps. Et l'avoir est par définition, vu que c'est quelque chose qu'on a atteint, c'est l'excellence du passé. Donc, tout ce qu'on a, c'est ce qu'on a fait par le passé. Et donc, c'est nos bagages. Alors que l'état d'être est le présent et est hors du temps. C'est pour ça que beaucoup de religions orientales ont toujours essayé de se dissocier du faire et du avoir pour pouvoir avancer spirituellement et de se libérer des possessions. On le voit, tous les grands guides spirituels ont tout posé, tout vendu, tout donné avant d'avoir une réelle démarche et qui commence à y avoir des disciples qui les suivent et qui faisaient vraiment des avancées majeures. Ça, on le retrouve dans toutes les religions. Donc, l'avoir est un boulet dans un chemin d'éveil. Le fait de chercher à acquérir des possessions, on est en train de se péter la gueule. On n'est pas dans un chemin d'évolution. C'est l'exemple que je prends régulièrement, c'est qu'on est
à Châtelet, et puis il y a les métros qui montent, puis il y a des métros qui descendent, et il y a des métros qui sont bondés, avec plein de rames qui prennent tout le quai. Et puis, sous ceux-là, c'est ceux qui sont en train de descendre, qui sont dans la matrice, et qui, chaque jour, auront un chemin plus long à parcourir pour pouvoir remonter. Et puis, de l'autre côté, il y a un tout petit wagon avec quelques personnes qui essayent, tant bien que mal, de partir dans l'autre sens. Et ils voient tous ces gens-là qui vont dans la mauvaise direction, et ils se disent, on a encore du boulot. Ah, mon ami, comme je t'aime. Moi, qu'est-ce que. En passant, c'est Steph qui m'avait donné le titre de maître de cérémonie. Moi, j'appelais ça animateur, mais je trouve que ça fait bien, maître de cérémonie. Ce qui est plaisant d'organiser ces réunions-là, c'est que j'ai la chance de pouvoir passer un commentaire entre chaque personne. Donc, j'ai du plaisir à faire ça. Mais merci pour ce que tu partages, Steph. Je t'aime, puis j'ai beaucoup de plaisir à t'écouter. Est-ce qu'il y a quelqu'un, j'ai vu Chantal. Ton nom Ah, t'avais pas complet terminé? Non, ton nom complet est MC Matou Legrand, hein, pour pour être complet. OK, merci. Écoute, si c'est ça le titre que tu me donnes, je vais le prendre. Mais non, j'ai beaucoup de plaisir à entendre chaque personne. Puis là, je voyais que Chantal, tu prenais des notes. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi personnellement, ou est-ce que ça t'inspire pour partager autre chose? Est-ce que tu te sens animé par développer davantage? Oui, je reviens sur l'idée que être est attaché au présent. Moi, je trouve que être est attaché à aucun temps. Être, il est tout le temps. C'est permanent, c'est l'éternité de l'âme. Il ne peut pas y avoir d'excès d'être. En revanche, il peut y avoir des excès de faire et avoir qui affaiblissent l'être, et c'est un petit peu le problème dans nos civilisations. Ça revient à ce que tu disais, Steph, mais voilà, le être et avoir peuvent, ou trop souvent, prennent un peu le dessus et affaiblissent l'être. Donc, il tient vraiment qu'à chacun de nourrir son être et de nourrir son âme, de rêver, voilà. Donc, c'est être qui décide de faire ou d'avoir ou pas selon la puissance de l'ego, mais que l'être est permanent et intemporel, à mon sens. Oui, moi je comprends. Ce qui est hors du temps souvent, parce que même si aussitôt que c'est ça que c'est difficile parce que j'ai l'impression que je pourrais en parler, mais il y a une suite logique dans tous les sujets qu'on a partagés, hein, Steph, au niveau de la matrice. Après ça, on a parlé des égrégores un peu. Et les égrégores, dans le fond, une fois qu'il y a une empreinte d'une idée, bien, elle est intemporelle. Donc, elle est présente. Tant qu'on ne va pas faire une action pour la modifier, elle va rester. Elle va rester. En tout cas, c'est compliqué d'utiliser les mots, d'exprimer tout ça. Mais ce que je peux mentionner, c'est que, ben, je ne sais pas si tu avais fini, excuse-moi, Chantal, tu avais pris une petite pause, donc j'ai renchéri sur où j'ai repris la parole. Mais ce que je peux peut-être partager au niveau de le plus gros, pas nécessairement problème, mais une des grandes difficultés que j'ai dans la vie en étant quelqu'un d'excessif, quelqu'un d'intense, c'est l'équilibre. Donc, là, j'ai commencé en disant, mais on fait souvent les choses à l'envers. J'ai fait souvent des choses pour avoir, puis après ça, j'ai essayé de m'identifier à travers mes avoirs. Puis là, je me suis dit, non, c'est complètement l'opposé. Mais c'est jamais complètement l'opposé. Il y a toujours un juste milieu, je crois. Il y a toujours un équilibre à avoir. Puis j'aimais justement ce que Steph, tu as amené, ce sur quoi, Jeff, tu as renchéri le triangle, ou du moins de savoir que, comme tu as dit, Steph, parallèlement. Donc, effectivement, l'être, c'est ce qui a pour moi le plus, qui pourrait être vu dans notre dimension au-dessus de la pyramide. Même si on peut toujours tourner la pyramide et voir, mais celui qui est comme qui est au-dessus de tout, il n'y a pas nécessairement une priorité. Moi, je le vois plus puissant, il est à l'origine de tout. Mais j'ai de la difficulté à m'exprimer là-dessus parce que pour moi, l'équilibre, c'est dur. J'ai tendance à avoir une chose, puis là, de foncer avec cette dis-moi ce que j'ai à faire, puis je vais le faire copier-coller 1 million de fois en ligne, puis c'est simple pour moi de faire ça. Par contre, j'ai juste un peu de difficulté à comprendre quand utiliser chacun, quand savoir que c'est correct d'être dans une passe où est-ce que je suis plus dans l'action. Je suis moins proche de l'être, mais je sais que mon être
avait demandé à avoir une base plus de faire. Puis je suis dans une action plus temporaire. Donc, il y a un débalancement temporaire qui permet d'investir dans mon futur être. Je peux, pour atteindre un niveau d'être ou pour me dépouiller d'ancien avoir, j'ai besoin d'être plus dans le faire. Pour me rapprocher de mon être, j'ai besoin d'avoir des choses. Parce que la réalité, c'est que je suis dans une troisième dimension. Si je recherche à être en paix, à être en sécurité, à être bien, bien évidemment, j'ai besoin d'avoir des choses. Donc, c'est complexe, je trouve, de trouver le juste équilibre, de savoir quelle proportion. Je pense que c'est propre à chacun de savoir quelle est la proportion de mes avoirs qui me rendent confortable pour être bien, pour être en connexion avec mon âme. Donc, moi, c'est ça que je focus beaucoup, puis que je sais pas si ça peut vous... J'essaie de renchérir toujours le sujet ou d'inspirer des gens, mais l'équilibre pour moi de ces trois mots-là est la grande difficulté, au-delà, bien sûr, de la compréhension de l'importance de chacun. Donc, le plancher est ouvert. Si vous voulez partager là-dessus, allez-y. J'ai beaucoup aimé l'idée de l'être possède l'avoir pour faire, en fait. Cette idée de, ouais, c'est en discutant comme ça effectivement, qu'on comprend des choses. Et ça me parle beaucoup, cette idée le plus important, c'est l'instant présent. De toute façon, c'est le seul moment où on a vraiment eu une emprise et on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, on peut interagir parce que de toute façon, le passé, il est déjà dépassé et donc on n'a plus d'action dessus. Et le futur reste à faire. Donc cette idée de l'être qui possède l'avoir, donc tous ses bagages, pour faire donc dans l'avenir, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Voilà. Génial. Vas-y, ma chère. Eh bien, il me vient à l'esprit que faire permet aussi de construire l'être, mais qu'on n'a pas regardé, on n'a pas exploré que faire permet aussi de défaire, de faire le vide, et donc de se débarrasser de ses avoirs pour augmenter son être ou la conscience de son être. Je trouve que cette idée est intéressante aussi. Mm-hmm. Il y a une autre idée, avec celle-là, c'est que, en fait, l'être, pour moi, hein, j'ai l'impression que je reste un petit peu cantonnée sur l'être de l'être humain et le je suis, mais c'est peut-être un peu limitant, mais voilà, l'idée, c'est que l'être se développe aussi en se débarrassant. On arrive dans la vie, à la naissance, on est juste un être vivant. On n'a pas de faire, on n'a pas d'avoir, et on passe sa vie finalement à faire pour accumuler des avoirs. Et puis, à la fin de sa vie, on repart que dans son être, et que je pense que plus après avoir augmenté ses possessions par des actions, etc., plus on s'est calmé en fin de vie, si on a la chance de vivre âgé, d'acquérir une certaine sagesse, de prendre du recul, plus on a limité par des actions, par exemple, mais défait ses avoirs ou transmis ou débarrassé, plus on s'est rapproché de ce zéro faire et avoir, voilà, sur la fin de sa vie, et qu'on est simplement juste être. Je pense qu'on part plus serein que d'avoir passé sa vie à faire et accumuler, et de partir dans cet état-là. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, L'histoire de naissance et de mort. Je pense qu'il y a cette idée à la fin, l'être, il part sans ses avoirs et il n'a plus rien à faire en soi, sur cette vie, sur ce plan-là. Donc, ouais, cette idée est superbe. Ouais, superbe.
Merci. Ouais, c'est juste. C'est vrai que quand on meurt, c'est au-delà de rien à faire, c'est qu'on ne peut plus rien faire. Et puis, l'avoir, par contre, il faut le voir un peu plus large que juste des possessions, parce que, par exemple, le karma, c'est un avoir. Le mental, c'est un avoir. Donc, il faut le voir de manière un petit peu plus large. C'est vraiment toutes les réalisations, tous les accomplissements. Ce n'est pas que les possessions matérielles. Oui, si je peux ajouter quelque chose, c'est que cet avoir devient de l'être. C'est-à-dire qu'il part avec le corps éthérique et avec ce moment de synthétisation de tout le vécu, mais ça devient de l'être, c'est plus un avoir après le départ. C'est intégré dans l'être. Ah, c'est bien. On est dans le souvenir et la mémoire, si je comprends bien. C'est ça. Ben, c'est la partie de l'expérience qui, au moment de la mort, et les gens qui ont vécu des morts imminentes et qui sont revenus le disent quand toute la vie défile à ce moment-là. En fait, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que tout le vécu, toute l'expérience de l'incarnation se résume à un essentiel, et c'est l'essence qui reste de cette vie et qui part avec le corps éthérique. Et donc, c'est la mémoire de vie en vie. Et donc, tout ce qu'on a vécu du verbe avoir, tout ce qu'on a vécu, voilà, se concentre là, part, mais ça devient de l'être. D'accord, ouais, je comprends. C'est vraiment dur parce que moi, je comprends tous les points, puis je réalise à quel point le vocabulaire limite un peu la compréhension de justement intégrer les avoirs. C'est pour ça que tout à l'heure, je partageais justement, je comprends ce que tu ajoutes, Steph, puis je comprends aussi, Chantal, que dans le fond, éventuellement, tout est. Point. L'unité, la première dimension. Donc, il n'y a pas d'avoir, il n'y a pas de faire, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de rien. Donc, théoriquement, tout est. Le verbe être est puissant de pouvoir dire ce qui est, est. Être ou ne pas être, telle est la question. Ça peut aller super loin, effectivement, dans la philosophie. Puis j'aime ce que tu as partagé, Steph. Moi, pourquoi j'amène ces sujets-là? J'aime ça que vous participiez parce que je trouve que ça met de la couleur. Chaque personne amène ses intentions. Il ressort quelque chose de holistique de ça. Donc, il y a quelque chose au milieu de la table, énergétique, au milieu de l'invisible, qui fait en sorte que chacun a mis un bout de sa tarte personnelle. Mais bien sûr, comme Steph a partagé, moi, ce que je souhaite, c'est que les gens repartent avec des outils dans la compréhension de ce qui est partagé aujourd'hui. Qu'est-ce que ça l'affecte dans mon quotidien? Qu'est-ce que tous ces verbes veulent dire? Justement, on pourrait aller en profondeur dans la philosophie, mais qu'est-ce que la portée de ces verbes, l'utilisation de ces mots, quand je les utilise, pas juste dans l'action, justement, dans le faire, dans l'être, qui sont des états, mais dans le vocabulaire, comme on en a parlé la semaine dernière pour justement Steph, tu étais présent, mais de comprendre en parlant, ça peut m'aider à faire le ménage dans mes croyances, ou du moins dans la façon avec laquelle je fais des choses. Justement, je suis dans l'action, puis ma perception de l'être, puis de l'ordre des choses, puis de l'équilibre dans lequel je les utilise. Donc, pour moi, c'est ça que j'aimais beaucoup dans essayer de comprendre ces verbes. C'est je le répète, mais quel impact ça a dans mon quotidien? Puis est-ce que je suis capable de changer mon approche? La proportion de être, avoir et faire. Et en apportant un équilibre dans tout ça, peut-être me rapprocher d'un état de béatitude, de bien-être. Donc, effectivement, j'ai aimé ce que tu as mentionné, Chantal, parce que pour moi, le cheminement spirituel, la croissance personnelle, peu importe les termes qui est dans une évolution, est beaucoup, beaucoup axé sur aller chercher quelque chose. Mais pour moi, avant d'aller chercher quelque chose, c'est important de défaire. De défaire des anciennes croyances, des anciens traumas, comment tu appelles ça? Là? Je viens d'apprendre ça, puis j'ai recherché un peu là-dessus la dernière fois, des sanskara. Samskara. Samskara, pardon. Mais je trouve ça génial. Puis, est-ce que tu pourrais, parce que tu l'as expliqué à moi et on dit Chantal et moi avant l'enregistrement, Steph, un peu plus en détail, mais Jeff n'était pas là. Puis pour les auditeurs peut-être qui nous écoutent, un peu l'origine du Samskara, ça peut être une belle
compréhension pour savoir comment peut-être se dépouiller ou aller faire pour aller libérer l'être, etc. Donc, juste peut-être la corrélation entre être, avoir et faire et les samskaras, si tu veux bien ça. Alors, en soi, il n'y a pas de corrélation directe. Un samskara, c'est ce qu'on appelle un trauma, enfin l'impression d'un trauma en psychiatrie moderne. C'est quand il y a un incident essentiellement physique qui arrive, on enregistre tout et ce qui est présent dans cet enregistrement, étant donné qu'il devient inconscient, on en a beaucoup parlé au moment de la matrice et des égrégores, le fait qu'il soit inconscient lui donne un potentiel d'effet sur nous qui est phénoménal, comme toutes les injonctions qui viennent de l'inconscient. Et le samskara, c'est un tout vieux concept, en fait, c'est un concept hindou et qu'on retrouve dans le bouddhisme en tant que samsara. C'est juste une petite différence entre le sanskrit et le tibétain. Mais c'est exactement le même principe et c'est simplement une partie de notre mental, si on regarde avec les mots modernes, dans lequel il y a un événement qui est enregistré. Et pour qu'il ait un impact important, il faut qu'il y ait de l'intensité dedans, donc a priori un choc relativement violent, de l'inconscience. Ça peut parfois être des traumas émotionnels, mais un trauma émotionnel finit toujours par s'alimenter énergétiquement sur un trauma physique. Et en fait, quand on regarde les samskaras, c'est ce qu'on appelle le mental, c'est dans notre corps astral. Et c'est le but d'un peu tous les chemins d'éveil, c'est d'aller prendre conscience de ces samskaras pour ne plus en être l'effet, tout simplement. Le fait de prendre conscience, ils ne peuvent plus avoir d'effet inconscient sur nous. Et du coup, on reprend la maîtrise. Donc, au final, quand on regarde un peu tous les chemins d'éveil qui permettent une réelle évolution, ils tournent tous un petit peu autour de concepts de ce type-là. Et le fait de reprendre le contrôle sur ce qui est inconscient dans notre vie, d'une manière ou d'une autre. Et les samskaras en font partie, et ils sont extrêmement intenses depuis qu'on a le langage, parce que des phrases qui sont prononcées à l'intérieur d'un samskara peuvent avoir un impact majeur. D'ailleurs, on le voit dans le monde moderne, les secouristes, d'ailleurs, probablement que Jeff a été formé à ça, on enseigne au personnel de premier secours à rassurer la personne. Mais en fait, ça ne rassure pas du tout la personne, ça rassure surtout le secouriste, de dire tout va aller bien, et ainsi de suite, parce que le secouriste a besoin que la personne soit calme. Mais par contre, sur du long terme, c'est une vraie catastrophe, parce qu'on lui dit dans le samskara que tout va bien se passer, tout va aller, à un moment d'extrême douleur en général. Ce qui fait que le jour où la douleur aura disparu, la personne qui entend cette phrase, ça pourrait tout à fait lui restimuler le samskara, le réactiver dans le présent et avoir tous les effets de manière totalement inconsciente. Et c'est ce qui se passe en pratique. Et on n'a absolument aucun contrôle sur un moment où se réactive un samskara. Et si vous voulez que la société moderne évolue, ce serait la première chose à faire, c'est apprendre aux gens à ne pas parler ou ne dire que ce qui est absolument indispensable quand il y a une personne inconsciente. Parce que tout est enregistré comme dans une hypnose profonde. C'est une hypnose hyper profonde, en fait. Et tout peut être perçu et réactivé comme une injonction hypnotique plus tard. Donc, c'est vraiment quelque chose de majeur. Et c'est, en fait, dans les séances d'accompagnement, si on veut régler définitivement des choses, on est obligé d'en passer par là et d'aider la personne à reprendre conscience de ses samskaras pour qu'elle n'en soit plus l'effet. Après, elle a parfaitement conscience de tout ce qui s'était passé et elle peut choisir après si elle a envie d'agir de la même manière ou pas, mais ça devient un choix, c'est plus quelque chose d'inconscient. Et c'est là où on voit en fait que les samskaras, quand on prend des choses qui sont beaucoup plus anciennes, qui ne sont pas liées à cette vie-là, on voit en fait qu'il y a des samskaras qui ne sont pas obligatoirement liés à ce qu'a vécu la personne. Par exemple, il y a plusieurs personnes qui disent avoir été Cléopâtre ou Bonaparte. Et en fait, il y a des bonnes raisons à ça. C'est qu'au moment de la mort et de la naissance, il y a des échanges de samskaras ou d'images de samskaras qui se font. Et il y a des samskaras qui traînent dans l'astral qu'on peut se prendre au moment de la naissance ou de la mort. Et c'est vraiment des choses que les accompagnateurs doivent comprendre
parce que ce n'est pas la réalité objective qui nous intéresse, parce qu'on ne saura jamais si c'est le samskara de la personne ou pas. La seule chose qui nous intéresse, c'est la réalité subjective. Et puis, ce samskara, ça a beau ne pas appartenir à la personne, ce n'est pas pour ça que ça n'aura pas d'effet et d'impact sur elle. Donc, on la prend comme si c'était une mémoire. Et puis, certaines choses peuvent paraître complètement surréalistes. Ce n'est pas important. On n'est pas là pour juger ce qu'on observe en séance. On est là pour faire en sorte que la personne reprenne le contrôle de sa vie sur certains aspects qui lui posaient problème. Et en pratique, quand on fait ce genre de choses, il y a une amélioration de la raison pour laquelle la personne est venue. Je ne sais pas si je ne me suis pas trop étalé dans un gros samskara. Tout est parfait, mon cher Steph. Je trouve que c'est tellement d'actualité, ou pas, comment je pourrais dire, de circonstances avec tout ce qui est la croissance personnelle et spirituelle, comme tu l'as mentionné, ou le chemin vers l'éveil, ou je ne sais plus les mots que tu as utilisés. Je ne veux pas défaire tout ce que tu as mentionné, mais je pense que ça peut utiliser à quiconque écoute en ce moment, ou pas en ce moment, parce qu'on n'est pas en live, mais éventuellement l'enregistrement. Puis sinon, pour moi, ça m'a servi, puis j'espère que ça puisse servir à Chantal, même si c'est moi qui te l'ai demandé, de toute façon, de l'expliquer. Puis pour moi, ça va aider autant pour l'approche de faire, avoir et être, autant avec l'approche dans tous les autres domaines de ma vie. Donc, merci pour ce partage. Écoutez, ça va faire 1 heure, je crois qu'on est enregistré. Je pense que moi j'aurais toujours quelque chose à dire, je le mentionne toujours. Je suis très volubile, mais ça ne veut pas toujours dire que j'ai quelque chose d'intéressant à dire. Donc, on pourrait peut-être terminer en faisant un tour de table à savoir comment a été votre expérience, puis aussi, ce qui est important pour moi, qu'est-ce que vous sortez de cette expérience qui pourrait vous être utile dans votre quotidien. Alors pour moi, c'est ce que je souhaite, c'est de comprendre que même si c'est une discussion légère, qu'on parle et qu'on n'est pas nécessairement en train de faire autre chose que d'être devant notre écran, puis d'écouter et de verbaliser, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé en nous qui va être une valeur ajoutée dans notre quotidien. Donc, moi, je peux rapidement mentionner que c'est difficile à mettre en mots, mais j'ai une intelligence émotionnelle. Donc, tout ce que vous m'avez partagé a changé une place en moi au niveau que lorsque je vais sentir une émotion, avant de passer à l'acte, je vais avoir une empreinte mémorielle de chaque chose que vous avez dit à un moment opportun. Donc, tout ce que vous avez dit, c'est mis à quelque part en moi. Puis, il y a une valeur ajoutée comme ça. Pour moi, puis au niveau énergétique, c'est plus simple. Vous avez laissé une empreinte énergétique en moi. Puis, j'ai comme une façon de sentir ça qui peut être appliquée à mon quotidien. Ça, c'est sûr, pour la personne qui écoute, ça ne veut rien dire. Mais moi, c'est ce que j'ai eu comme un apport. Si je peux rapidement le dire au niveau cérébral, bien sûr, c'est, comme j'ai mentionné, rapporter un équilibre dans tout ça, de comprendre, de ne pas passer d'un extrême à l'autre. Quand je pensais que j'étais mieux de faire, de être, faire et avoir, au lieu de faire pour avoir et essayer d'être avec mes avoirs. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas un sens précis. Et il y a un équilibre, un apport en parcimonie, je ne sais pas comment l'expliquer, mais de voir que ça impacte toutes nos vies. Puis aussi, à la fin, de savoir que de faire attention aussi quand les gens ont l'impression qu'ils font beaucoup d'efforts puis qu'ils ne sont pas capables d'aller profondément rejoindre leur être, mais des fois, ça peut aller plus loin que cette vie-ci. Donc, je suis content qu'on commence à parler au-delà de la vie actuelle parce que des fois, c'est dur pour les gens de concevoir qu'ils font tellement d'efforts, mais s'ils ne sont pas conscients que ça peut aller au-delà de leur traumatisme d'une incarnation. On va commencer à utiliser pas mal ces mots-là, hein, astral, corps énergétique, incarnation, vie passée, etc. Je pense qu'on peut se laisser aller un peu, là, même si ça va sur YouTube, c'est correct. C'est ça mon interprétation, ma compréhension, puis d'être heureux de voir que vous avez participé encore une fois, puis en pleine gratitude. Donc, ça ressemble à ça pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut y aller avec quoi vous ressortez de cette expérience? Je pense que je voulais ajouter cette notion rapidement de la limitation des mots qui m'est venue tout à l'heure. Le fait que on est face, donc là aujourd'hui on travaille sur trois verbes, hein, être, avoir et faire, mais on est vraiment dans cette idée de
de limitation des mots, une sorte d'enfermement de la compréhension où je pense que on ne retrouve pas ça dans les émotions à l'état pur. Parfois, je prends l'exemple, quelqu'un va crier, mais que veut dire ce cri? Ce cri veut dire plein de choses. Et derrière, il y aura peut-être une explication, mais cette explication, est-ce qu'elle sera exacte? Est-ce que, alors qu'on a la notion du cri, dans le cri, on pourra retrouver plein de choses émotionnellement. Ça peut être un cri de joie, ça peut être un cri de douleur, ça peut être, il y a différents types de cris. Et il y a vraiment cette notion de dire que à travers des émotions peut-être primaires, on peut aller au-delà du mot dans certaines circonstances et toujours dans cette idée que les mots sont limitants dans tout ce qu'on veut passer, je pense, à mon avis. Voilà, il y a cette idée et je vous remercie tous, c'était super et je repars avec l'idée que je vais être en prenant conscience de mes avoirs pour faire. C'est vraiment l'idée de départ. Merci. Eh bien, moi, je repars avec l'envie d'explorer davantage les samskaras et les conscientiser, bien comprendre ce que je sais, j'en comprends et comment m'en servir. Moi, j'ai envie de dire à chacun qu'il faut, non pas il faut, je retire, mais que l'idée, c'est quand même d'être qui est par-dessus tout, que faire et avoir n'existe pas sans l'être, mais doivent être au service de l'être et se recentrer le plus possible, le plus fréquemment possible sur l'être et se poser la question de pourquoi on fait les choses et de comment faire et avoir peuvent nourrir l'être pour déployer toute la puissance de son âme dans son incarnation présente. Voilà. Et je vous remercie. Ah, c'est beau. Merci. Steph, je te laisse le mot de la fin, mon beau. À toi. Moi, je trouve toujours très intéressant tous ces partages, tous ces points de vue, ça nous enrichit. J'essaie toujours d'essayer de bien les comprendre, les assimiler, de les évaluer pour voir comment les utiliser pour avancer ou pour aider les autres à avancer. Donc, merci beaucoup pour tous ces points de vue. Et puis, sur une note un peu plus légère, je pense que je vais combiner certains partages de Mathieu d'aujourd'hui avec ceux de la semaine dernière. Donc, je pense que quand tu es dans le fer et que tu passes l'aspirateur, tu acquiers plus de compétences et du coup, tu deviens et tu es plus intelligent. C'est ce que tu voulais dire la semaine dernière, non? Ah mon Dieu, je me souviens pas à quoi tu fais référence. À quoi Tu tu fais disais que référence? tu devais faire quelque chose quand tu étudiais pour bien l'assimiler. Oui, exact. C'est vrai. Oui, l'exemple que je disais, c'était que j'avais une difficulté à juste être présent, puis de faire quelque chose en même temps que recevoir, ça m'aidait à mieux recevoir que de juste essayer d'être à l'écoute. C'est compliqué pour moi. C'est pas un état. Donc, c'est faire de l'écoute active, mais pour moi, c'est plus facile d'être récepteur quand je fais quelque chose. Donc, de dessiner. Mettons, quand un professeur me posait une question, j'étais dans la lune, j'étais dans l'être. Mais l'être, il n'est pas juste là, il est partout. On dit être dans la lune, mais de faire, ça me ramenait plus dans la dimension tridimensionnelle. Puis ça me permettait d'avoir mon attention ici et maintenant, en train de dessiner. Puis là, j'entendais la question parce que j'étais connecté avec l'action ici-bas, si je peux dire. Donc, je ne sais pas si ça fait du sens. Je ne sais pas si je me suis éparpillé. Ça vient-tu de troubler la fin de l'épisode? Je ne sais pas. Mais merci pour ce que tu partages. Je comprends d'où vient l'exemple, effectivement. Puis c'est une belle phrase en utilisant les 3 verbes que tu nous as partagé pour conclure, Steph. J'avais dit, je te laisse la conclusion, mais comme d'habitude, vu que j'ai une grande bouche, j'ai décidé de renchérir sur ce que tu veux partager. Mais toujours très heureux. Au plaisir de vous revoir.
Ce que je peux mentionner en terminant, c'est bienvenue à tous de nous rejoindre la prochaine fois. Si jamais vous êtes intéressés, on va déposer le lien Telegram pour joindre le groupe. Puis vous pouvez joindre ces discussions-là. Moi, j'ai vraiment l'impression que tous les gens, puis je le mentionne souvent cet exemple-là, puis je le réutilise, je vois vraiment les êtres humains au niveau, mettons, énergétique comme des instruments de musique, puis je ne vais pas dire des instruments, mais comme des vibrations sonores ou comme sur un canevas, comme sur un tableau, une couleur unique pour une peinture. Donc, chaque personne qui vient peut laisser une teinte, laisser un son unique, puis plus on est de couleurs différentes, plus on peut créer un tableau magnifique ensemble. Donc, pour moi, c'est ça le holistique dans l'académie, c'est l'approche de groupe. Puis pas juste une réunion de groupe, plusieurs réunions différentes avec plusieurs sujets différents qui vont se réunir sur l'académie. Puis je souhaite que si jamais un jour vous avez envie de partager des ateliers ou de faire quelque chose, justement de le partager, comme Stéphane l'a mentionné souvent, bien, de donner. Ça permet d'avoir un équilibre au niveau des faire et des avoir. Puis l'être peut évoluer davantage lorsqu'il partage. Donc, merci d'avoir partagé ce moment-là avec moi, avec nous. Puis j'ai déjà hâte de vous revoir si vous voulez revenir. Puis à ceux qui nous écoutent, au plaisir aussi de peut-être vous voir pour une première fois. Donc, je vais finir l'enregistrement. Salut à tous. Merci. Merci. À la prochaine.